Bonjour à toutes et à tous et merci encore pour l'invitation et cette opportunité. Donc, je vais faire cette présentation qui a été préparée avec mon collègue Hervé Gouéo qui est dans la salle et qui s'appuie sur l'ensemble des activités de l'équipe PlanteNet qui a acquis une certaine expertise dans la maintenance et le développement de plateformes de crowdsourcing. Donc, c'est sûr que vu d'ensemble, c'est assez ambitieux. L'idée, c'est qu'on présente un peu notre perception de cette dynamique-là et le retour d'expérience qu'on a eu sur les problématiques de gestion de données sur du moyen terme. Ça fait une douzaine d'années qu'on travaille sur cette plateforme. Euh, donc, le crowdsourcing, il est perçu dans la littérature comme, je dirais, le premier niveau de participation dans des programmes participatifs de recherche. Et c'est vrai qu'en restituant ce tableau-là, je me dis que probablement une bonne partie des projets de crowdsourcing n'atteindront leurs objectifs que s'ils visent des niveaux de participation plus importants. C'est-à-dire que dans la littérature et la définition, le crowdsourcing, c'est vraiment l'agrégation de masse de données par une foule de personnes. Donc d'emblée, on vise une multitude d'acteurs pour produire des données. Mais finalement, pour y arriver, il faut susciter une mobilisation et cette mobilisation, elle n'est possible que s'il y a un retour des participants, que s'il y a une implication qui vient bien au-delà d'être généralement simple capteur. Et donc, bien que je restitue cette table et cette vision du positionnement du crowdsourcing qui présente et restitue un niveau de participation très, très faible, dans notre expérience, je pense qu'on n'aurait pas pu atteindre une plateforme d'aussi grande envergure d'agrégation de collecte de données par une aussi grosse foule si on n'avait pas eu tout un gradient de participation, après avec des volumes qui sont très variables, depuis des participants qui vont produire un tout petit volume de données avec un niveau d'implication extrêmement faible, jusqu'à des participations qui vont être en tant que co-auteurs de publications scientifiques sur leur propre expérience et, je dirais, la dynamique collective qu'on a mis en œuvre avec ces acteurs. Donc, originellement, le crowdsourcing, ça a été développé et ça s'est structuré, professionnalisé dans le cadre des campagnes de collecte de données naturalistes. Donc, c'est une démarche qui est très développée, notamment au sein de l'ornithologie, où il y a des sociétés d'ornithologie avec des professionnels et des amateurs qui collaborent depuis de longue date et qui ont initié ces dynamiques d'interaction fructueuse entre des personnes qui y participent pour se former, pour découvrir et bénéficier d'une expertise, et des experts qui vont partager et s'enrichir de par l'interaction avec des non spécialistes au départ qui vont se former à travers cette implication. Et depuis une vingtaine d'années, l'évolution du numérique dans une multitude de directions et l'optimisation des travaux, des démarches collaboratives a fait que les approches de crowdsourcing, elles se sont retrouvées, mises en avant avec des réalisations remarquables qui auraient été impossibles à atteindre sans des mobilisations de masse et sans l'exploitation d'outils numériques euh, qui permettaient cette collaboration. Finalement, ces programmes-là, ils suscitent aussi le développement de nouveaux dispositifs de recherche et le développement de nouveaux outils informatiques. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois bénéficiaires et moteurs dans les dynamiques qui se mettent en œuvre. Donc, dans le cadre de notre expérience dans PlanteNet, en 2009, on ne projetait pas le développement d'une application smartphone. C'est à aucun moment mentionné dans la proposition de recherche qui a été validée par la fondation qui a soutenu le projet au départ. Et cette mise à disposition sur mobile transférer les résultats de recherche, qui étaient des résultats de recherche à la frontière entre botanique et sciences informatiques, à une masse de bénéficiaires qui devenait bien plus importante. Et comme ils se retrouvaient à bénéficier de ces résultats-là sur le terrain, finalement, ça suscitait beaucoup plus de questions, de retours, d'interactions. Et donc, on a bénéficié à la fois du développement du nomadisme numérique, du développement des capteurs photos, du développement des capacités de la société que nous sommes à utiliser un téléphone pour faire des photos de qualité, de la macrophotographie
Et finalement, ces nouveaux outils, ils permettent de transférer une partie des capteurs qu'on avait jusque-là essentiellement dans les labos, dans les mains du grand public. Donc, parmi les initiatives qui ont été les plus remarquables, il y a une quinzaine d'années, il y avait l'approche et le programme Galaxy Zoo, donc, qui a permis d'écrire une multitude de galaxies, donc, sur la base d'images produites par des optiques astronomiques. Et la démarche entreprise pour le développement et le déploiement d'outils d'annotation à grande échelle a suscité des dynamiques sur d'autres champs. Et finalement, la plateforme sur laquelle ils se sont appuyés, elle est aujourd'hui exploitée dans une multitude de directions. J'ai souhaité mentionner Wikipédia. Ce n'est pas un projet de recherche, un objet de recherche en soi. Par contre, c'est pour beaucoup d'acteurs qui œuvrent pour le co-développement de biens communs comme l'un des acteurs les plus remarquables, avec une démarche qui, je dirais, a transformé la donne pour l'accès à la connaissance, qu'elle soit scientifique ou non. Et ils ont illustré à travers la démarche qu'ils ont portée le fait qu'il pouvait y avoir des capacités collectivement à maintenir des espaces dont le plus grand nombre étaient bénéficiaires. Et je pense que ce qu'ils mettent aussi en avant, c'est le fait que ces deux projets-là, pour les mettre en œuvre, il a fallu des moyens colossaux. Et il en faut au départ, et il en faut sur la totalité de la continuité de la dynamique du projet. C'est vrai que ces programmes de sciences participatives, au-delà de l'investissement de départ nécessaire pour développer des outils, les déployer, former les participants pour leur implication sur ces objets de recherche et ces dispositifs de recherche, il faut imaginer derrière qu'ils ne se maintiendront que s'ils évoluent, puisqu'ils sont portés dans un environnement numérique mouvant qui est changeant, avec des pas de temps plus ou moins et des dynamiques plus ou moins rapides. Mais ces projets-là ne perdurent que parce qu'un modèle économique a pu s'établir pour en assurer la maintenance. Un outil informatique, aussi abouti soit-il, s'il n'est pas maintenu, il ne perdurera pas puisque l'environnement informatique dans lequel il sera exploité évoluera et ne permettra plus d'y accéder. Un autre projet remarquable, en fait, qui profite à énormément de projets scientifiques, c'est le projet OpenStreetMap, où finalement, on se retrouve à coproduire des informations dont on est tous bénéficiaires. Et ce qui se passe, c'est que ces plateformes, elles produisent des données qui leur permettent derrière de mettre à disposition des services. Et dans notre perception d'une démarche fructueuse pour développer des programmes de crowdsourcing, il me paraît important de penser à l'équilibre entre l'investissement qu'on y met en tant qu'acteur de recherche et le bénéfice qu'ils trouvent des participants. Et donc, cette notion de service, pour nous, elle a beaucoup évolué tout au long du projet dans le cadre de notre dynamique. Et il me semble qu'OpenStreetMap en a aussi une belle illustration. Il y a une coproduction de connaissances qui est restituée et dont un très grand nombre d'acteurs bénéficient. Et donc, par rapport à la question que je posais tout à l'heure sur l'usage éventuel de plateformes tierces qui permettent de mobiliser et d'analyser des jeux de données à vocation spécifique, donc la plateforme Zooniverse qui s'est appuyée sur un socle technologique initié dans le cadre du développement de Galaxy Zoo, elle est aujourd'hui déployée sur une multitude d'objets et de projets qui sont très loin des objectifs initiaux pour lesquels en fait, elle avait été développée, mais en transposant finalement les démarches de coproduction de données par une masse de novices, ils ont réussi à adapter ce socle technologique à une multitude de contextes. Dans le domaine naturaliste, sur lequel je reviens, les plateformes les plus importantes aujourd'hui à l'échelle mondiale pour le monitoring des oiseaux ou de la biodiversité au sens large sont deux plateformes américaines qui s'appellent eBird et eNaturalist. Et c'est vrai que ces acteurs-là, ils mobilisent un volume de participants qui est énorme. Et je pense que l'un de leurs succès, c'est de restituer des services que leurs bénéficiaires ne trouvent pas ailleurs. Et les données sur lesquelles ils ont capitalisé, elles sont aujourd'hui disponibles
en masse et elle représente plus de la moitié des occurrences de biodiversité partagées au niveau de la plateforme intergouvernementale du GBIF, donc qui héberge plus de 2 milliards d'occurrences d'organismes vivants et dont plus de la moitié sont issus de programmes de sciences participatives. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les 2-3 dernières années, c'est probablement plus de 90% des données issues de programmes de sciences participatives qui alimentent cette plateforme, qui au départ ne s'appuyait que sur des occurrences relatifs à des échantillons collectés et mis en collection dans des collections d'histoire naturelle de type herbier ou pour d'autres organismes. Au niveau français, pour le suivi de la biodiversité en métropole et dans les dom-toms, on a la chance d'avoir une initiative nationale, donc Open, qui permet de recenser et promouvoir les différents observatoires participatifs de la biodiversité, sur lesquels plus de 200 sont recensés. Ce qui est mis en avant, c'est une augmentation croissante, que ce soit de leur volume ou de leur attractivité. Et quelque part, on est à la fois bien positionné pour en profiter et ou pour répondre à cette attente de la société civile de s'impliquer sur des programmes de cette nature. En prenant l'exemple de la plateforme PlanteNet, où on a donc des acteurs qui souhaitent mieux connaître l'environnement et donc recenser les espèces autour desquelles qu'ils côtoient, on a mis en place un mécanisme où on a une forme de boucle rétroactive où les utilisateurs utilisent des services de reconnaissance visuelle pour mieux connaître leur environnement. S'ils le souhaitent, ils se positionnent en contributeurs. S'ils contribuent, ils auront des bénéfices supplémentaires, que ce soit de la reconnaissance ou des retours sur les observations qu'ils partageront. Et donc, cette boucle rétroactive pour l'utilisateur qui, s'il contribue plus, bénéficie plus, c'est un moteur qui essaye de favoriser l'implication des participants. Et on a mis en place des mécanismes de révision collaborative dans la plateforme assez tôt pour essayer de susciter des interactions entre les participants, chose qu'on n'a pas du tout abouti aujourd'hui, mais qui permettent malgré tout de générer des volumes de données très importants qui sont ensuite partagés sur des portails nationaux ou internationaux. En fait, une infrastructure de cette nature-là, même si c'est vrai que ça se visualise principalement par une application mobile, ça s'appuie sur une infrastructure informatique qui est assez complexe à développer et maintenir. Et finalement, notre démarche n'a pu être possible que parce qu'on a grandi dans l'infrastructure de nos institutions. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui un consortium avec 4 membres fondateurs, qui sont 4 organismes de recherche français que je mentionnerai après, mais dont une partie est citée ici. Et on héberge différentes parties de l'infrastructure sur les infrastructures informatiques des membres fondateurs, de membres partenaires comme MesoLR, qui est un service développé et maintenu par l'Université de Montpellier. Et cette plateforme-là ne peut se maintenir à des coûts de maintenance supportables que parce qu'elle est hébergée au sein de ces infrastructures. Et on a, au cours des 10 dernières années, fait évoluer ces infrastructures pour mieux embrasser les contraintes qu'on générait pour ces différents projets. Après, donc, il y a une externalisation autour de problématiques d'entraînement de nos modèles qu'on ne fait pas sur nos infrastructures, mais celle du GenC, donc elles seront peut-être abordées sans doute dans les discussions qui suivront. Et finalement, la partie la plus visible, que sont les terminaux mobiles, qui sont donc externalisés, déportés chez nos participants, pour fonctionner, elle s'appuie sur une organisation assez complexe, distribuée entre des organismes de recherche qui finalement s'investissent sur les parties les plus pour lesquelles ils ont un niveau d'expertise ou une capacité de gestion la plus avancée. Et finalement, dans ces programmes, je pense que l'interaction avec les participants ou les partenaires institutionnels, elle est importante pour la répartition des tâches et du travail, voire l'organisation du support de la charge et la gestion des coûts que représente une telle infrastructure. Donc, brièvement, PlanteNet, c'est
interfaces, deux mobiles et une web, un peu plus de 100 000 à 700 000 utilisateurs journaliers. Et finalement, ce flux de données-là, c'est à la fois une charge et un atout. C'est une charge parce qu'à gérer et à maintenir, c'est une dynamique assez complexe pour nous. Par contre, c'est un bénéfice puisque c'est des volumes de données qu'on serait incapable de générer par une autre démarche. Et ces flux-là, il faut voir que la manière de les susciter, c'est en grande partie par l'interaction et notamment avec les médias. On n'a pas eu de démarche proactive et je pense qu'il n'y en a pas nécessairement dans tous les programmes de sciences participatives. On en discutait tout à l'heure, mais à un moment donné, s'il peut y avoir un bénéfice important pour des participants qui réussissent à illustrer ce bénéfice auprès des médias, les médias sont les plus forts relais pour promouvoir de tels programmes. Et finalement, l'appropriation par les médias de sujets de recherche et la promotion de plateformes, puisqu'on est sans cesse dans l'idée d'essayer de former au mieux les participants, ou en tout cas les informer au mieux du bénéfice qu'il peut y avoir à contribuer et à participer, c'est un élément qui me semble important de mentionner. Et la participation, elle peut être de plein de natures différentes. Et l'une des originalités de PlanteNet, parmi d'autres peut-être, mais c'est que les participants, ils se sont eux-mêmes mobilisés pour traduire les interfaces de l'application dans leur propre langue. Et donc, en s'appuyant sur des plateformes de traduction en ligne, dont on est par chance bénéficiaire gratuitement, les participants eux-mêmes, pour augmenter les capacités de bénéfice pour leurs partenaires, donc ça va être un enseignant qui, pour en faire profiter ses élèves, ou un naturaliste qui va souhaiter augmenter la mobilisation de sa communauté de collaborateurs, il va s'investir dans les traductions des interfaces et comme ça, il va augmenter l'impact possible ou en tout cas l'attractivité possible de la plateforme pour ses collaborateurs. Donc, ce type de plateforme n'est possible et maintenable qu'avec un vaste réseau de partenaires, mais il me semblait important d'indiquer qu'on s'appuie sur des organismes de recherche qui sont les mêmes depuis le départ. Il n'y a pas eu d'externalisation des développements. Et le modèle économique sur lequel on s'appuie aujourd'hui pour maintenir la plateforme, il a été co-construit au fur et à mesure du développement et de l'identification des coûts. Où est-ce qu'il fallait des moyens, pourquoi et comment maîtriser ces coûts sans avoir une explosion au regard du volume de participation. Mais bien évidemment, le modèle actuel qui s'appuie sur 4 sources de revenus et qui ne s'appuyait au départ que sur le financement d'une réponse à un seul appel à projet, qui était un appel à projet lancé par Agropolis Fondation, il a dû se diversifier, mais les projets de recherche qui profitent à la plateforme ou dont elle bénéficie, ils sont toujours indispensables pour son maintenance et son évolution. Et je conclurai en illustrant quelques contextes qui peuvent être développés grâce à ce type de démarche. J'ai oublié de mettre mon chrono en route. Est-ce que vous pouvez me dire où j'en suis? Vous en auriez une idée? OK. Et donc, sur cette deuxième partie, j'irai plus rapidement. Donc, le cycle de vie des données tel qu'il a été imaginé au départ, il est aujourd'hui très différent de celui qu'on a en œuvre sur ce type de plateforme aujourd'hui. Donc, quand on parle de données, pour ce qui nous concerne, c'est une requête d'identification d'un usager qui souhaite déterminer une plante sur le terrain en soumettant une image. Donc, la plateforme, elle a agrégé elle a traité un peu plus de 700 millions de requêtes d'identification. Donc, en rouge, donc c'est le modèle de base de données. En rouge, ici, sont les éléments mobilisés pour la production d'une requête. Et en bleu, ça va être ceux relatifs à l'évaluation et à la validation collaborative de cette requête. Et finalement, les mécanismes de validation qu'on va mettre en œuvre, ils seront très importants, à la fois pour s'assurer qu'on tire au mieux profit des données générées et que les usages qu'on va envisager sur les données produites seront pleinement possibles. Et donc, ces questions autour de que rend-on visible pour le contributeur et pour les participants sont essentielles à avoir. Alors, idéalement au début, mais nous, finalement, on les a eues au début et tout au long du développement du projet, puisqu'on a
fait évoluer nos démarches, fait évoluer les licences sur les données sur lesquelles on s'appuyait, justement pour favoriser de nouveaux développements. Et donc, les données produites, une partie d'entre elles et de celles validées, elles sont restituées aux usagers qui y trouvent accès à des services supplémentaires. Elles sont partagées sur des plateformes et externalisées. Donc là, ici, c'est l'illustration des dépôts sur la plateforme du GBIF où PlanteNet est l'un des contributeurs à cette plateforme. On dépose les données sous forme de jeux de données dédiés, notamment dans le cadre d'expérimentations précises, particulières, qui sont donc des sous-ensembles du jeu global du GBIF. Et j'évoquais tout à l'heure cette notion de service. Souvent, nous a été posé la question de comment transposer ou récupérer PlanteNet pour l'adapter à un nouveau contexte. Et le choix, dès le départ qu'on a fait, qui était de ne pas avoir une application par langue et une application par région, on l'a embrassé en mettant en place de nouveaux services qui permettent de contextualiser la plateforme aux besoins de certains de nos partenaires. Donc, où, avec le concept de micro-projet, une réserve peut bénéficier de l'ensemble des services, mais pour les espèces recensées sur cette plateforme. La notion de groupe pour faciliter la mobilisation de la plateforme pour des projets de recherche ou des collectifs de randonneurs qui veulent regrouper leurs données. Le transfert de données d'occurrence, donc illustré ici pour la détection d'espèces envahissantes sur des territoires particuliers. Et donc, on met à disposition de la DEAL, de l'ONF ou de partenaires qui ont un intérêt pour accéder à ces données. Et donc, c'est des services qui leur sont dédiés. Et l'un des derniers qui a ouvert un champ qu'on n'aurait pas imaginé, c'est la mise à disposition du service de reconnaissance. Donc, on n'imaginait pas au départ qu'il puisse y avoir une attractivité pour ce service hors de l'infrastructure et qui permet à des acteurs qui s'intéressent aux communautés d'insectes pollinisateurs, à la caractérisation des sols agricoles par le recensement des espèces végétales qui sont dessus, de donner accès à leur communauté de participants et d'utilisateurs au service de reconnaissance pour les objectifs qui se sont fixés. Et c'est vrai que pour nous, c'était une surprise de voir une aussi grande diversité d'appropriation et d'usage de la plateforme. Et nous, ceux qu'on porte, ils sont illustrés sur ces deux derniers slides. Donc, c'est autour de la caractérisation de contextes multispécifiques où on va s'intéresser à des images qui ne sont plus là centrées sur une seule espèce, mais sur des communautés végétales, l'analyse de collection, le couplage avec d'autres plateformes, donc typiquement Ifitia, avec laquelle on collabore dans le cadre d'un projet qui vient de démarrer en début d'année. Et ces services et données, c'est probablement ce qui a favorisé l'attractivité de l'Union européenne pour le financement de projets dans lesquels on est aujourd'hui impliqué, qui visent à aller plus loin que ce qui a été possible de produire. Je conclurai en indiquant que les plans de gestion de données tels qu'on les a, nous, initiés et pensés au départ, ils ont dû beaucoup évoluer pour répondre à nos besoins, question sur des problématiques légales, la législation ayant évolué depuis 10 ans et nos attentes et objectifs ayant eux aussi évolué. Il nous a fallu mettre en place des évolutions importantes. Et il y a des contraintes et problèmes qu'on s'est retrouvés à devoir aborder sur des problématiques de gestion de contenu inapproprié, de protection de données privées, de résilience à des attaques ou des malveillances tierces qui font que finalement, une infrastructure comme celle-ci, il n'y a qu'avec une maintenance un peu continue qu'on réussit à la maintenir. Je ne vais pas oser dire la pérenniser, mais à minima la maintenir. Merci encore pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long.